La tension reste très vive à Nantes. C'est la une d'ailleurs de Ouest France, Stéphane Vernet. Mardi soir, donc, un homme a tenté de se soustraire à un contrôle de police. Il a été abattu par un policier là-bas à Nantes. La situation s'est enflammée. Est-ce qu'on est face à une situation explosive dans les banlieues, Didier Guillaume? Et nous savons très bien que depuis des années et des années, il y a une situation dans les banlieues qui est terrible. D'ailleurs, comment dans un pays, dans une république, on peut comme ça discriminer des territoires, dire la France rurale se plaint d'eux, les banlieues vont exploser, bon, les centres-villes se paupérisent. On a un vrai sujet d'équilibre de la France. Mais on sait très bien que l'urbanisme des années 60, lié au fait que le chômage est très profond dans ces quartiers, fait qu'il y a des situations qui sont difficiles. La police est dans tous les quartiers. À Marseille, il y a encore quelques jours, il y a eu un meurtre. Il y a eu ce décès terrible à Nantes. Oui, la situation est difficile, mais il faut se dire deux choses. La première, c'est que les forces de l'ordre, les forces de sécurité sont là et que l'état de droit doit être respecté partout sur le territoire, en ville comme en zone rurale, quel que soit le quartier, pas 1 centimètre carré de la France doit être dans une zone de non-droit. Et deuxièmement, les gouvernements successifs font beaucoup pour les quartiers en difficulté, pour les banlieues. Mais tant que ce chômage endémique ne sera pas réglé, tant que les trafics de drogue seront là, tant qu'il se sera plus facile de gagner de l'argent en guettant, en vendant, en dealant qu'en travaillant, forcément la situation sera difficile. Après, bon, moi j'ai entendu ce que disait l'État. Il y a peut-être eu un manquement. L'enquête de l'IGPN dira ce qu'elle a à dire. Moi, je ne veux pas en dire plus là-dessus. Il y a aussi un contexte. Ces dernières semaines, il y a eu l'abandon du pont Borloo. Le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les forces de sécurité intérieure a mis en lumière des policiers et des gendarmes au bord de la rupture, des moyens insuffisants, des rythmes de travail pénibles. Est-ce que vous pensez vraiment que l'État a pris la mesure du problème ? Je pense que vraiment l'État, sous Emmanuel Macron, comme sous Hollande, comme sous Sarkozy, ont pris la mesure du problème. Après, il y a des choix. Vous dites, l'État a abandonné le plan Borloo. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Quel plan Borloo? Qu'est-ce qui a été abandonné? Jean-Louis Borloo, sous la houlette de Jacques Mézard, Julien de Normandie, a travaillé sur ce qu'il faudrait peut-être faire. Et puis le gouvernement a pris ses décisions. On parle du plan Borloo. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Personne ne sait ce qu'il aurait fallu faire. Personne ne sait, en dehors de dire qu'il faut mettre des milliards et des milliards encore. Mais à un moment, mettons-nous en tête que bien sûr il faut de l'argent, mais tous les Français, tous les élus disent il ne faut pas augmenter les impôts, il faut baisser la dette, il faut baisser la dépense publique, mais il faut mettre des milliards partout. Je pense vraiment que cette élection d'Emmanuel Macron d'il y a 1 an rebat toutes les cartes. Et il faut que nous changions notre logiciel. Ce n'est pas toujours plus, mais nous devons faire toujours mieux. Alors, autre sujet, la loi Asile et Immigration, la commission mixte paritaire sur ce projet de loi a échoué hier. La loi a été durcie par la majorité sénatoriale. Est-ce que c'est un échec qui illustre des désaccords de fond ou c'est un échec politique ? C'est un échec qui illustre des désaccords de fond et c'est un échec politique. C'était évident que la CMP pour la loi Asile allait durer quelques minutes. Enfin, je ne sais même pas comment elle a duré d'ailleurs, mais elle allait échouer parce que la droite sénatoriale, les représentants de la droite à la commission mixte paritaire ne voulaient pas qu'elle réussisse pour 2 raisons. D'abord pour des raisons de politique, j'allais dire politicienne. Plus personne aujourd'hui ne veut dire à Emmanuel Macron, à gauche comme à droite, quand quelque chose de bien est fait, alors bravo, c'est bien. On en est là, on est dans une impasse politique parce que les partis ne se sont pas remis du tremblement de terre de l'année dernière. Mais surtout parce que la droite n'a pas la même vision que nous, que la gauche, qu'Emmanuel Macron, qu'Édouard Philippe sur ce sujet. La droite veut vraiment durcir ce texte, a voulu le faire, veut stigmatiser. Et il était évident qu'au bout du compte, cette CMP ne soit pas conclusive. Mais, si vous me le permettez, il y a beaucoup de CMP qui ont lieu jour après jour, il y aura Egalim, et il y en aura beaucoup d'autres. Si la posture de la droite sénatoriale et à l'Assemblée, c'est de dire nous n'acceptons pas de compromis avec la majorité présidentielle, alors le bicamérisme va être refoulé aux pieds. Parce qu'au bout du compte, quelle sera la conséquence? C'est l'Assemblée qui aura toujours le dernier mot. Il faut faire des pas en avant. Une CMP, c'est des compromis. Il y a quand même des CMP qui ont réussi, notamment celle sur la réforme ferroviaire. Est-ce que la droite sénatoriale est toujours dans cette posture que vous défendez? Non, mais il y a des CMP qui réussissent, heureusement. Mais ce qu'il faut, c'est que sur les grands textes, elles puissent réussir. La réforme ferroviaire en était un, mais sur la réforme ferroviaire,
de vous à moi, le texte qui a été présenté, qui a été voté au bout du compte, bon, il remet certes en cause le statut des cheminots, mais enfin, avec tout un tas de garde-fous qui fait que les choses, me semble-t-il, sont positives. J'ai voté la réforme ferroviaire. Mais surtout, il prend en compte la situation internationale. François Hollande avait ouvert la concurrence. Ben, nous continuons. Voilà comment les choses vont se faire. On va parler fiscalité, hein, Stéphane Vernet, Gérald Darmanin, qui annonce ce matin que le prélèvement à la source sera décalé d'1 an pour les salariés. Alors pour les salariés des particuliers, alors comment vous l'interprétez, vous qui avez été agent du Trésor avant d'entrer en politique? Pour vous, c'est un recul, c'est du pragmatisme? Est-ce que le prélèvement à la source, ça va dans le bon sens? Alors moi, j'ai toujours été très favorable au prélèvement à la source. Les Français y sont très favorables, à plus de 70%. Je pense que c'est bien. J'avais dit, j'étais à la commission des finances dans le précédent mandat, que je pensais que ce n'était pas une bonne chose que ce soit les entreprises qui fassent cela. Qui connaît le mieux la situation des Français que le banquier? Et moi, j'aurais pensé que ça puisse se faire par un banquier. Aujourd'hui, on met des charges supplémentaires, des difficultés pour les entreprises. Passons. Mais on voit bien que c'est très compliqué, la mise en place de l'impôt à la source. Moi, j'ai de la famille en Allemagne, c'est le cas depuis des décennies, ça ne pose plus aucun problème. Mais c'est toujours pareil, le changement d'une fonction à une autre est compliqué, donc c'est du pragmatisme. Moi, j'ai découvert ça, je ne l'ai pas totalement étudié. La fiscalité, c'est un peu ma passion. Il faut regarder ça tranquillement. Non, ça se fait effectivement dans la plupart des pays. Vous dites que les Français, ils sont favorables, mais vous n'avez pas peur que le jour où ils vont découvrir que finalement leurs revenus mensuels baissent du fait mécanique du prélèvement à la source, il y a une espèce de choc par rapport notamment au discours sur le pouvoir d'achat, là, c'est pareil, que ce soit mal vécu et que ça ait un impact politique assez fort. Oui, là c'est pareil, j'entends tous les détracteurs du président de la République, du Premier ministre, même ceux d'ailleurs qui étaient pour le prélèvement à la source, dire mais c'est scandaleux, vous verrez les Français en janvier 2019, on voit leur salaire baisser. Enfin, excusez-moi, c'est une erreur de dire cela. Pourquoi ? Tout simplement parce que 80% des Français sont aujourd'hui prélevés mensuellement pour leur impôt. Donc ils ont bien un prélèvement mensuel sur leur compte en banque. C'est pour ça que moi, je proposais que ce soit fait sur le compte en banque, parce que ça aurait été totalement neutre visuellement. Mais c'est neutre économiquement, puisque la personne qui était prélevée de 150 ou 200 euros pour des familles modestes d'impôts mensuels, et ça sera prélevé sur leur salaire, mais ils n'auront plus à les verser. Donc ça revient exactement au même. Non, je pense qu'il faut vraiment là-dessus raison garder. Ça sera beaucoup plus simple, le prélèvement à la source. Tout le monde sera logé à la même enseigne. Il se pose la question pour 5 ou 6% des Français, ceux qui ne sont pas salariés, qui ont des BNC, ne rentrons pas dans le détail. Là, c'est au gouvernement de le faire et on sait que c'est compliqué. On passe au Sénat qui a débuté l'examen de la loi Schiappa sur les violences sexuelles et sexistes. À la surprise générale, Didier Guillaume, le gouvernement a renoncé à instaurer une atteinte sexuelle avec pénétration. Est-ce que c'est une bonne chose, ça ? Oui, le gouvernement a bien fait. Le gouvernement et Marlène Schiappa ont entendu les difficultés d'interprétation que cela pouvait être. En préalable, permettez-moi, Cyril Viguier, de vous dire que dans un pays comme le nôtre, en 2018, être amené à faire une loi sur le sujet, c'est quand même, ce pays va mal. Mais puisqu'il va mal, alors il faut légiférer. Et Marlène Schiappa et le gouvernement ont bien fait de retirer. Pourquoi il va mal sur ce sujet ? Quelle est votre analyse ? Parce qu'on voit bien ce qui se passe dans tous les milieux sociaux, dans tous les territoires de France. On voit bien qu'il y a des agressions sexuelles. Il ne se passe pas un jour ou une semaine sans qu'il y ait des faits qui soient révélés. Je ne sais pas à quoi c'est dû. On parle de la misère, mais ce n'est pas que des gens qui sont dans la misère sociale. Ce pays va mal à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle moi je soutiens que le délai de prescription doit être allongé. Si j'étais jusqu'au boutiste, je dirais 0 délai de prescription pour les viols et les agressions sexuelles. Parce qu'un enfant qui se fait violer à 10 ans, 15 ans, voire plus... C'est toute sa vie. C'est toute sa vie, puis ça peut prendre du temps. Donc moi, je suis très favorable à faire passer le délai de prescription de 20 ans à 30 ans. Après, il y a eu le débat sur l'âge, les fameux 13 ans. Oui. Mais moi, je ne suis pas favorable pour mettre un seuil d'âge. C'est le problème des limites. Pourquoi à 12 ans et 11 mois, on serait concerné, et à 13 ans et 1 mois, la fille, c'est pas un bébé ? C'est pas une petite gamine ? Et il faut, pour employer des mots crus, que tout le monde sache après cette loi que lorsqu'on met le sexe d'un homme dans la bouche d'un enfant, dans le vagin, dans l'anus, excusez-moi de parler comme cela, eh ben c'est un crime. Voilà. Et une fille ou un enfant ou un garçon de 13 ans ou de 14 ans, c'est un enfant. Et c'est inacceptable.
Ariane Mancini. On passe à un autre sujet. Emmanuel Macron rencontre aujourd'hui Gérard Larcher et François de Rugy. Au menu, la révision constitutionnelle, un texte jugé inacceptable en l'état par Gérard Larcher. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Non, moi je n'ai pas mon avis. Je pense que ce texte est acceptable et je vais essayer en une seconde de vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il faut donner des signes à la population. Emmanuel Macron a été élu président de la République pour transformer les choses. Si les choses avaient allé si bien, peut-être ne l'ont-ils pas été. Deuxièmement, plusieurs, à gauche notamment, nous disions que la limitation du cumul dans le temps, la baisse du nombre de parlementaires, des signes à donner. Donc sur les sujets, réforme de la Cour de justice de la République, etc., tout le monde est d'accord, ce n'est pas un sujet. Sur la baisse du nombre de parlementaires, moi j'y suis favorable, je le vois dans mon département, nous sommes 7 députés et sénateurs, on serait 4 ou 5, je pense que ça fonctionnerait pareil, des circonscriptions plus grandes, mais je pense qu'aujourd'hui, le parlementaire, ce n'est pas lui l'élu de proximité, l'élu de proximité c'est le maire ou l'intercommunalité. Nous sommes là pour faire la loi et pour aller rencontrer les élus, pour aller faire le go-between entre eux et nous et dire voilà dans quelle direction il faut travailler. Donc la limitation du cumul dans le temps, ça me semble une bonne chose. La baisse du nombre de parlementaires également. Il n'y a pas d'affaiblissement du Parlement. Enfin, le sujet important, vous avez raison, c'est de se dire est-ce que le Parlement va être affaibli ? Bon, c'est un risque. Mais enfin, lorsqu'il y a 1000, 2000, 3000 amendements sur un texte, est-ce que c'est un renforcement du Parlement ? Je ne le crois pas. D'ailleurs, nous avions eu cette discussion avec François Hollande et nous voyons bien qu'il ne s'agit pas de brimer le Parlement. Aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, moi je suis pour le bicamérisme. Et il faut que l'Assemblée et le Sénat aient la force de dire des choses. Mais enfin, on doit pouvoir réduire les débats. Quand on pense, dernier mot, que le sujet le plus important sur lequel travaillent les parlementaires, c'est le budget, et le budget est le seul projet de loi qui est encadré, qui commence tel jour, qui termine tel jour. Je pense qu'on peut s'inspirer de cela. Donc il n'y a pas d'affaiblissement du Parlement si le consensus voit le jour et si les parlementaires travaillent de façon raisonnée. Les 3 grandes associations d'élus ont claqué la porte de la conférence des territoires. Oui, elles dénoncent un simulacre de dialogue. Est-ce qu'elles ont eu raison ? On n'a jamais raison de claquer la porte et de ne pas assister à la première réunion, je crois, puis à la réunion du 12 juillet. C'est vieux comme le monde. Moi, depuis que je suis élu, sous tous les gouvernements, j'ai entendu, j'ai même pu dire que jamais nous n'avions été traités aussi mal, jamais l'autonomie fiscale des communes ou des départements ou des régions a été autant mise à mal. Les régions n'ont plus d'autonomie fiscale depuis des années et elles vivent. Moi, comme président de conseil général, j'ai connu une autonomie à 57%. Aujourd'hui, ça doit être à 15 ou 20%. Bon. Comme président de conseil général, vous l'auriez signé, vous, le pacte financier Je l'aurais qui signé. limite la hausse des dépenses ? Je l'aurais signé. D'ailleurs, il y a beaucoup, 70 ou 80% des communes, 70% des communes concernées signent le pacte fiscal. Tant mieux. Après, il y a la pause. Là, il y a la position dogmatique politicienne. Je ne fais aucun cadeau à ce gouvernement. Et puis, il y a la situation pragmatique. On sait que les dotations ont baissé. Plus de 11 milliards sous François Hollande, ce n'est pas rien. C'est la plus grosse baisse. Mais vous comprenez l'exaspération particulièrement des départements, notamment sur les allocations individuelles de solidarité. Hier, Édouard Philippe a confirmé que la taxe foncière sur le bâti passerait aux communes et non plus aux départements. Est-ce que vous comprenez particulièrement l'exaspération ? Mais le débat va avoir lieu de l'exaspération. Moi, j'en ai connu pendant des années et des années. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il faut réduire la dépense publique. Il faut que les collectivités, qui ont déjà commencé à le faire d'ailleurs, continuent à le faire. Et je ne doute pas que l'intelligence collective l'emportera et qu'à l'arrivée, on y arrivera. Est-ce que vous êtes toujours socialiste ? J'ai quitté le Parti socialiste pour des raisons personnelles, parce que je suis en désaccord profond avec l'orientation qui a été prise au congrès d'Aubervilliers du Parti socialiste. Pourquoi pas la République en marche ? Je ne me considère pas dans l'opposition systématique sur tous les sujets, parce que je trouve que ça amène pas dans la bonne direction, mais je ne veux plus en parler. Moi, j'avais fait prendre comme position au groupe socialiste au Sénat le fait que vous dirigez, on rappelle le téléspectateur, que j'étais président, en disant nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle, mais nous ne sommes pas dans l'opposition, parce que le groupe socialiste est partagé entre ces deux lignes. Moi, ma position, c'est de soutenir Emmanuel Macron et d'être dans la majorité présidentielle. Je suis maintenant redevenu totalement libre, puisque je n'ai plus à porter la position d'équilibre d'un groupe. Donc je suis dans la majorité présidentielle. Pourquoi ne pas avoir rejoint le groupe de la République en marche au Sénat ? Je suis dans la majorité présidentielle. Je soutiens l'action du président de la République et du gouvernement
qui est une action indispensable pour le pays, pour l'Europe, qui va dans le bon sens, mais je veux garder ma liberté de Et pourquoi parole. c'est du groupe RDSE et pas de la République en Parce marche que je ne veux pas adhérer à un autre parti politique en ayant quitté le Parti socialiste. Vous êtes toujours un fan de rugby ? Ah, toujours. Voilà. Il faut rappeler aux téléspectateurs que vous aviez été pressenti pour prendre la tête du comité d'organisation qui pilotera la Coupe du Monde en 2023 et puis que ça ne s'est pas fait. Triste moment. Pourquoi vous l'avez mal Pour moi. ressenti Oui, je l'ai à très titre mal- personnel? Je l'ai très mal ressenti à titre personnel, ça m'a vraiment beaucoup touché. Je voudrais d'ailleurs m'excuser ou demander de m'excuser auprès de celles et ceux qui ont pu être choqués par cette position, puisque j'avais annoncé que j'envisageais de quitter la politique parce qu'il m'avait été demandé par le président de la Fédération française de rugby et par le gouvernement de prendre la présidence de ce comité d'organisation, notamment sur la partie financière, contrôle des finances. Ça n'a pas pu se faire. Ça a été un dur moment pour moi, un dur moment pour mes proches. Je pense un dur moment pour mon département, mais enfin, la vie continue. C'est pour ça que j'ai fait une diète médiatique et je suis très heureux, Cyril Viguier, ce matin, Merci. d'être venu dans votre émission. Merci Didier et Guillaume.